à tous et bienvenue sur le podcast Story Travaux. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce que je réinterviewe Pauline Gauthier, une amie qui est connue sous le nom de Pauline Limo Durable sur les réseaux. Bienvenue Pauline et merci de revenir sur le podcast. Merci Alexia, ça fait plaisir de revenir une deuxième fois et de voir aussi l'avancée de ton podcast. Parce Et que ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est lancé et tu as eu une régularité impressionnante. Mais ça, de toute façon, j'en doutais pas. Quand tu as lancé ça, je me suis dit, forcément, elle va être hyper régulière, donc bravo. merci beaucoup et bravo à toi parce que c'est vrai que ça fait du coup un peu plus d'un an que tu es venue sur le podcast et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, carrément. Un On va un parler de sacré tout ça. parcours, on va parler de tout ça effectivement. Aujourd'hui, tu n'es plus salariée, tu es à 100 à ton compte, entrepreneuse, investisseuse et donc tu vas pouvoir nous raconter un petit peu, l'évolution que tu as vécue cette dernière année. Exactement. Déjà donc le fait que tu sois passée pardon de salariée à entrepreneuse, qu'est-ce qui a, le plus changé? Bah, c'est vrai que quand j'étais passée, ça faisait à peine 1 mois que j'avais quitté mon job. Donc c'était vraiment le tout début et encore j'avais des salaires qui tombaient jusqu'à, septembre, je crois, parce que j'avais pas mal de congés. Donc j'étais pas du tout dans la même optique que maintenant où là, j'ai plus du tout de revenus qui tombent, pas de revenus réguliers. Donc c'est vrai qu'au début, il y a eu une phase, assez stressante où je me suis dit: «Il faut que je charbonne à fond pour pouvoir faire rentrer Mmh. des revenus et être sûre de survivre, en fait, dans cette configuration où finalement il y a plus les 2 400 € qui tombent chaque mois». Et en fait, cette phase-là, elle a eu un peu ses problèmes parce que j'ai voulu faire beaucoup de choses en même temps. Ça, on y reparlera. Mais j'ai voulu faire plein de projets et finalement, je me suis éparpillée. Et donc, c'est que depuis quelques mois là que j'arrive à me recentrer et à solutionner petit à petit, tous les projets que j'avais lancés dans tous les sens. Mais en fait, je trouve que ce qui a vraiment changé, c'était, le fait de réussir à se recentrer et de savoir prioriser sur vraiment les actions qui rapportent et aussi prendre confiance dans le fait que si on travaille bien sur un domaine, on peut y arriver et qu'il y a pas besoin d'aller faire, plein de choses en même temps. Et qu'au contraire, si on s'éparpille, ça peut être contre-productif. Donc c'est vraiment le challenge, je trouve, que j'ai dû relever, de surmonter cette peur de pas avoir assez de revenus et de prendre confiance dans une seule voie, un seul domaine ou 2, on va dire, 2 activités principales. Ouais, je comprends tout à fait et je te rejoins là-dessus parce que, moi, du coup, à mon échelle, ça fait plusieurs années que j'entreprends et je pense que j'ai aussi atteint un palier où je me dis: «En fait, là, j'ai trop de diversité, je fais trop de choses en même C'est temps». vrai que toi, tu fais énormément aussi, Ouais. hein. Mais tu as l'air de gérer quand même tout de front, c'est ça qui est impressionnant. Mais ouais, alors c'est marrant parce que c'est vrai que c'est ce qu'on me dit, Mmh. c'est peut-être ce qu'on ressent sur les réseaux, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien aussi de se focaliser, je pense Mmh. et comme tu le dis, de prioriser, mais tu vas pouvoir, nous raconter tout ça et alors, c'est quoi la décision la plus difficile que tu as été amenée à prendre cette dernière année? Alors la plus difficile, ça a été, je pense, de, me lancer dans l'accompagnement parce que jusqu'à maintenant, je créais du contenu, mais je fonctionnais surtout en affiliation et j'avais un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Où je me sentais pas forcément capable d'apporter, des connaissances, à d'autres gens et c'est qu'après avoir vraiment investi massivement au bout de 19 biens que j'ai commencé à me dire: «Bon, peut-être que oui, je peux accompagner des gens». Mais il a fallu vraiment sortir de ma zone de confort et accepter de vendre finalement mon expertise et finalement, c'est, je pense, la meilleure décision que j'ai pu faire là au début de l'année parce que j'ai, des personnes que j'accompagne avec qui ça fonctionne et je pense que c'est justement sur ce domaine-là que je dois me focus maintenant, que mes investissements locatifs sont, terminés. Génial, ouais, c'est vrai que j'ai vu, ça s'appelle, École, Immo Immo Durable? durable, exactement. École Immo Durable et c'est vrai que j'ai l'impression que ça fonctionne bien donc félicitations, pour ce Merci, projet merci. qui fonctionne bien et c'est vrai que oui, on a toujours un peu j'ai l'impression ce syndrome de l'imposteur, quand on est, entrepreneur, quand on fait ses débuts et souvent j'ai l'impression aussi quand on est une femme, parce que ça arrive souvent aux femmes Ça arrive souvent, entrepreneuses. c'est clair. Donc c'est génial que tu aies passé le cap. Hem et qu'est-ce qui t'a, le plus surprise, dans cette vie, entrepreneuriale? Bon, tu l'as dit, il y a le côté diversité des projets, le fait de Mmh. devoir prioriser. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit? Oui, quelque chose de très positif et que je regrette pas du tout, c'est le fait de vraiment organiser ses journées comme on veut, mais ça, Mmh c'est quand même exceptionnel. mh. Parce que dans le salariat, il y a des horaires, il y a quand même des missions, il y a parfois des tâches qui sont, heu, demandées par les supérieurs hiérarchiques qu'on comprend pas trop forcément et là, en fait, cette liberté totale, je trouve ça, incroyable et en même temps
ça responsabilise parce qu'on doit se forcer à avoir un certain rythme de travail, se lever le matin, faire un certain nombre d'heures de travail. En fait, dès qu'on diminue un petit peu la cadence, les résultats, se font ressentir. Donc en fait, on est vraiment responsable de ça et ça a un super côté comme un côté un peu angoissant et où on est vraiment, le seul responsable de son activité. Et oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que vu qu'on a moins de contraintes, c'est à nous de les fixer ces Exactement, contraintes et c'est c'est ça qui ça. est pas évident. Surtout quand on est tenté, qu'on nous propose plein de choses, des voyages, des activités, des Exact. week-ends et en fait, vu qu'on est libre de notre temps, on pourrait dire oui à tout, mais derrière, on le ressent sur le chiffre d'affaires assez rapidement. Exactement, faut arriver à se cadrer et c'est ça qui est dur, pouvoir dire non à des opportunités pour, prioriser d'autres qui Et sont oui, plus c'est ça. importantes. C'est sûr et donc toi, c'est vrai que tu as, continué dans l'investissement locatif, Oui, quelque temps après avoir quitté le salariat et puis rapidement tu es passé sur des projets de marchand de biens. oui. C'est vrai que dans les auditeurs, on a beaucoup d'investisseurs, mais on a aussi des marchands et on en a qui se posent la question de passer sur, justement du marchand de biens. Pourquoi est-ce que tu as décidé de passer, finalement à ce métier-là? Alors finalement, sur mes derniers mois où j'avais encore mon salaire, j'ai fait 2 investissements, il me semble, depuis, le premier podcast et ensuite j'ai basculé sur le marchand de biens parce que déjà en quittant ce CDI, j'avais plus forcément les financements classiques auprès des banques et en fait, j'avais trouvé la solution de me faire financer par des privés pour le marchand de biens. C'est des contrats obligataires. Je pense qu'il y a déjà eu, ce contrat sur ton podcast, mais en gros, c'est emprunter de l'argent à des particuliers à un taux qui est assez intéressant pour eux, qui est défini entre nous. En général, c'est 1 par mois, 12 par an et comme c'est un taux assez élevé, il faut que ce soit des projets court terme parce qu'on peut pas imaginer emprunter, sur 20 ans, à des particuliers à un taux de 12 par an, ce serait pas du tout rentable. Par contre, sur un projet de marchand de biens où on imagine dégager une marge de 20-25, ça a son sens de rémunérer 10 à 12 selon si le projet dure 10 à 12 mois. Donc j'ai choisi ce domaine-là parce que ça me permettait, dans ma situation où je pouvais plus lever du financement long terme auprès des banques sur le locatif, de lever du financement auprès des privés et puis comme je commençais à maîtriser un petit peu toutes les étapes d'un achat immobilier, la rénovation, j'avais mes équipes d'agents immobiliers sur place, d'artisans. J'ai voulu profiter finalement de ce réseau que j'avais construit pour passer sur du marchand de biens. Et puis aussi, il y a l'aspect quand même création de trésorerie qui m'intéressait dans le sens où, j'étais angoissée de plus avoir des revenus, récurrents et c'est vrai que ça permet de dégager en assez peu de temps des montants intéressants en trésorerie. Ouais. Donc, voilà pourquoi j'ai basculé, sur ça. Ouais, je crois que c'est souvent finalement le cas des investisseurs qui finissent par basculer sur du marchand. C'est parce qu'à un moment donné, on arrive soit à un palier, d'endettement assez important, auprès des banques et du coup, voilà, aller lever de la dette, autrement pour financer des projets. Le marchand, c'est considéré différemment par les banques et sinon il y a des, voilà, des possibilités autres, Mmh. comme tu disais, comme les contrats, obligataires et j'ai l'impression que voilà, il y a pas mal d'investisseurs finalement, qui, finissent par faire du marchand parce qu'ils quittent leur job salarié et c'est un métier, à part entière qui s'est bien développé ces Exactement. dernières années. Oui. Oui, oui. Et alors, c'est quoi les différences que tu as pu noter entre l'investissement locatif et le marchand, auquel tu t'attendais pas forcément? Ça, c'est intéressant, surtout sur l'aspect travaux, puisqu'on est dans un podcast, travaux. On va pas rénover de la même façon si on part sur du locatif ou du marchand de biens et même au sein du locatif, je pense que tu l'as vécu toi aussi, si on part sur de la courte durée ou de la longue durée, c'est pas du tout pareil et je pense que la courte durée s'apparente un peu au marchand parce qu'on va chercher plutôt à créer le coup de cœur, à avoir des beaux matériaux qui sont pas forcément rentables, enfin qui sont assez chers, mais par contre qui vont permettre de trouver plus facilement un acquéreur et donc, pour donner des exemples concrets, sur le sol, je partais toujours sur du PVC pour le locatif parce que c'était, assez durable et ça résistait à l'eau et par contre pour du marchand, j'ai opté pour du stratifié avec un rendu vraiment, très sympa, très épais. Donc c'est pas les mêmes matériaux qu'on va utiliser. On va peut-être faire des choix un peu plus originaux pour le marchand de biens, pour créer le coup de cœur, alors que pour le locatif, on reste sur des choix assez simples, blancs, et après une autre différence, c'est bien sûr au niveau, du financement, comme je l'ai dit, donc passer par un contrat obligataire ou alors des banques spécialisées, marchands de biens et par contre un aspect que j'avais pas du tout en tête, c'est le stress de la revente. Mmh. Parce que quand on est sur le locatif, on part sur du long terme et donc on réfléchit surtout à la rentabilité à l'instant T et par contre en tant que marchand, on se met dans la position du vendeur et là, c'est pas du tout pareil. Enfin,
Moi, j'avais été habituée à négocier en tant qu'acquéreur, mais Mmh. peu en tant que vendeur, à part sur une résidence principale. Et c'est bien parce que ça permet aussi de comprendre la position du vendeur et donc les prochaines fois que j'aurai à négocier en tant qu'acquéreur, ce sera plus facile, je pense. Et oui. Oui, parce que maintenant tu as un peu les arguments de négo, tu sais comment, Oui, je sais où appuyer, c'est ça en fait. par rapport à un vendeur. Mmh. Et oui, c'est vrai qu'il y a le stress, effectivement de la revente parce que, il faut vendre assez Assez vite, vite pour pouvoir, récupérer, sa mise. exactement. Aussi parce que les prêts, enfin, quand tu fais en tout cas un prêt bancaire, le taux il est variable. Oui, Donc ça c'est vrai que c'est un facteur que beaucoup oublient et qui peut peser, finalement, très, très cher, parce que quand on voit l'augmentation des taux, ces dernières années, c'est clairement pas négligeable. complètement. Mmh. Surtout sur un projet marchand donc ouais, je comprends que ces différences, ça forcément ça va marquer, un projet et bon, bah, après de toute façon, c'est comme tout, hein, on a de l'apprentissage, on monte en compétences, sur les différents sujets et alors tu le disais sur les projets marchands, du coup, tu fais des travaux parce que c'est vrai qu'il y a des marchands qui sont en mode, «Je ne fais pas Oui. du tout de Mmh. travaux». Toi, tu es plutôt sur des projets avec travaux? Alors moi, il y a les 2. Là, en ce moment, j'ai 3 projets en cours et il y en a un seul où j'ai fait les travaux. Donc je pense que ça dépend, de la situation, de quelle est la cible de d'acquéreur qu'on vise. Mais effectivement, il y a un appartement qui était en centre historique où j'ai refait l'intérieur et 2 appartements où là, j'ai simplement résolu des problèmes, donc c'est-à-dire, Mmh. reloger un locataire ou créer une copropriété et là, il y aura pas de travaux et ce sera à l'acquéreur de s'en occuper. Donc pour un, il y aura que du rafraîchissement, pour l'autre, par contre, c'est une rénovation, intégrale. OK. Voilà, donc les 3 projets en cours, mais je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les 2. Après, quand on a un réseau d'artisans sur place et des connaissances en travaux, c'est pas mal quand même d'envisager une rénovation, surtout que comme tu le dis, la mode en ce moment, c'est de pas faire du tout de travaux. Donc il y a forcément beaucoup de concurrence au niveau des marchands de biens, sur les biens qui, nécessitent pas forcément de travaux. Donc pourquoi pas, essayer d'aller dans ce domaine-là, pour se démarquer. Ouais, c'est sûr. Surtout que finalement, quand ta cible, c'est un particulier, si tu lui laisses un appart où il y a quand même un peu de travaux à faire, il se projette moins Moins. facilement. Alors que si tout est rénové et vraiment sympa, ça peut créer le coup de cœur. Après, évidemment, c'est, voilà, l'objectif, c'est d'optimiser, on va dire, les coûts de Oui, rénovation pour pouvoir optimiser sa marge comme d'habitude, bon, on connaît. Et puis, j'imagine que toi, tu appuies aussi sur le côté rénovation énergétique, oui, parce que oui, oui. c'est aussi une de tes spécialités. Complètement. Bah, c'est vrai que quand tu mets en vente un bien avec un DPEC, ça va tout de suite mieux partir auprès d'un particulier qu'une passoire thermique. Et ouais, forcément, ça joue aussi là-dessus, et alors du coup, au niveau des critères, quand tu choisis tes projets, quels sont les critères qui vont revenir? Justement, est-ce que tu vois le DPE, ça en fait partie? Pas forcément. Alors un critère vraiment, qui s'est présenté à moi ces derniers mois, c'est d'investir près de chez moi. Mmh. Parce que j'ai fait quelques investissements un peu plus loin, mais à 1 h 30, 1 h 45, c'est pas non plus énorme, mais rien que ça, j'ai vu que ça m'avait vraiment ralenti Mmh. et mené, à des erreurs que je paye aujourd'hui. Donc là, je me suis dit: «Les projets de marchand de biens, c'est maximum 45 minutes autour de chez moi». Donc ça, c'est le premier critère. Vraiment, je veux plus avoir à faire des journées entières Mmh. de trajet et puis il y a suffisamment à faire, autour de chez moi, donc 30-45 minutes. Le critère principal, ça va être tout simplement la marge possible en fonction des différents scénarios que je vais étudier. Mais si j'arrive à sortir 20 de marge, sachant que parfois ce sera moins parce qu'on n'aura pas anticipé certaines choses. Mais voilà, mes 2 critères, c'est juste localisation, marge et aussi, bah, le temps passé, à faire l'opération puisque vu que j'emprunte à des privés, il y a 1 d'intérêt par mois qui partent en rémunération à mes investisseurs. Donc il faut aussi cibler des projets qui soient assez limités dans le temps. Je vais pas non plus faire des rénovations, de grosses œuvres, vraiment de grande ampleur. Et ouais, ouais, c'est sûr que ça va vite, les taux d'intérêt et donc c'est vrai que si tu as la maîtrise, en plus, comme tu le disais, le fait d'investir, enfin de faire du marchand près de chez toi, ça te permet d'avoir vraiment du contrôle, sur le projet, d'être au plus près, d'avoir vraiment ton réseau, qui est, hyper bien formé et développé. Et c'est sûr que quand on commence à aller un petit peu à droite à gauche, qu'on connaît moins, et qu'en fait finalement
on a tendance à peut-être, voilà, faire confiance à des connaissances, des choses comme ça, alors qu'en fait, on a peut-être, moins travaillé avec eux, on connaît moins finalement leur, manière de faire, c'est plus difficile. Exactement, c'est ça. Donc ouais, je comprends tout à fait et c'est vrai que ça, c'est un sujet parce que souvent, on dit: «Oui, on peut déléguer la gestion, on peut gérer des choses à distance». Je trouve que ça se fait sur l'investissement locatif. Enfin, nous, en tout cas, en location saisonnière, bon, vu qu'on vit, encore en région parisienne, j'avoue, investir Paris, région parisienne, c'est compliqué. Mmh. Du coup, on est allé un petit peu plus loin Oui, et je trouve que ça se fait quand on a des prestats de confiance sur place. Mais c'est vrai que l'achat-revente, avec les délais, qui sont très courts, finalement, tu as besoin d'être hyper réactif. Donc en fait, je comprends qu'il y ait cette, problématique vraiment de la localisation, mmh mh, à prendre complètement. en compte. Ouais. Et du coup, au niveau justement des critères de sélection, si on regarde par rapport à l'an dernier, parce que bon, c'est vrai que tu as quand même commencé l'an dernier les projets marchands. Est-ce que tu vois, il y a des critères, des choses que tu as acceptées l'an dernier, des projets que tu étais capable d'accepter, que tu n'accepterais plus du tout aujourd'hui? Oui, complètement. En fait, l'année dernière, c'était vraiment la phase de lancement, donc je me contentais, on va dire, de marges un peu plus faibles parce que je voulais tester et parce que je me suis dit: «Je vais pas pouvoir tomber sur une marge exceptionnelle dès le début» et j'avais vu beaucoup d'amis qui voulaient se me lancer dans le marchand de biens en visant vraiment des marges trop hautes. Donc je me Mmh. suis dit: «Quitte à réduire un petit peu mes espérances de performance, je vais me lancer dans un projet». Donc il y en a un où effectivement je vais faire entre 10 et 15 de marge et là je parle après avoir rémunéré mes investisseurs. Donc ça reste correct, c'est pas non plus les marges, qu'on attend, quand on est bien, implanté en tant que marchand de biens. Mais maintenant que j'ai pu faire mes armes sur ces premiers projets, je pense que je refuserai tout projet qui est en dessous de 20 de marge. Parce que c'est quand même une charge mentale, c'est quand même du stress parce qu'il y a des investisseurs privés derrière qui font confiance, qui prêtent et il faut pouvoir les rémunérer dans les délais qu'on a définis dans le contrat. Donc ça, c'est un stress quand même parce qu'il y a des gens derrière, tu emmènes des gens Oui. avec toi. Mmh mh. C'est Tu es de pas l'humain. seul, à bord. Et un autre critère aussi, c'est de moins prendre de projets en même temps. Parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur au tout début du marchand de biens de m'éparpiller et il y a même un moment où j'avais 6 ou 7 projets en cours, Mmh. alors que c'était mes premiers. Enfin complètement, irraisonné. Et là, je pense que j'en ferai maximum 2 par an, parce que j'ai aussi l'activité d'accompagnement à côté et parce que je me suis rendu compte que vouloir viser trop, trop vite, ça menait à rien. Donc sur les 6 ou 7, bah, il y a la moitié qui sont tombés à l'eau. J'en ai 3 en ce moment, je trouve que déjà c'est trop. Mmh. Donc là, deuxième critère, c'est, vraiment ralentir le rythme et faire peu mais mieux. Et peut-être des projets un peu plus élevés en prix d'achat, mais qui vont donc rapporter un peu plus de marge. Mais je préfère avoir un bon projet sécurisé plutôt que 3 ou 4 en même temps. Ouais, je comprends parce qu'en fait, quand tu dis ça, c'est parce que, forcément chaque projet a ses, spécificités. Mmh. Il y a des problématiques potentiellement à résoudre Exact. et en fait, tout ça prend du temps. Je pense que c'est important de le préciser, aux auditeurs qui nous écoutent parce que c'est vrai que souvent on se dit: «Bon, bah, c'est facile, voilà, on fait de l'investissement locatif, on sait trouver un projet, qui pourrait, proposer une bonne rentabilité». Mais en réalité, il faut arriver à acheter en dessous du marché pour pouvoir générer la marge. Donc il faut trouver le projet à problématique, Exact. voir comment résoudre ces problèmes Mmh. et parfois on se dit: «Bon bah OK, ça va me prendre, peut-être, 2-3 semaines à régler» et en réalité, ça prend peut-être Ça plus de prend temps. toujours plus de temps que ce qu'on pense. C'est En comme tout les cas sur les travaux! 3 projets que j'ai, 100. C'est comme la rénovation en fait, c'est Exactement. on pense que ça va durer 2 mois, ça en dure 6, bon. Exact. Donc il faut le prendre en compte dans ses calculs et ses prévisionnels Mmh. et effectivement, il y a le côté un peu stressant, derrière des investisseurs privés qu'il faut rembourser parce qu'ils ont confiance et l'idée, c'est qu'ils continuent d'investir sur les prochains donc Complètement. il faut leur montrer, voilà, que ça fonctionne et du coup, c'est un vrai business, à réaliser. Est-ce que tu fonctionnes toute seule ou est-ce que tu as des associés? J'ai des associés sur chaque projet. Ce qui est intéressant, c'est de chercher la complémentarité. Par exemple, si quelqu'un a les finances, mais pas forcément la compétence, bah, ça peut être bien de s'associer à quelqu'un qui a plus de temps, plus de compétences, plus d'expérience. Hem, donc j'ai des associés qui m'ont apporté justement ce côté financier, en plus des investisseurs, privés que j'ai pu, trouver, parmi ma famille, parmi aussi des gens qui me suivaient sur les réseaux. Mmh. Ça, j'étais assez étonnée, des gens qui pouvaient faire confiance parce qu'ils me suivaient depuis longtemps sur les réseaux. Mais je pense que je peux
encore m'améliorer sur ça, sur, la complémentarité avec les associés. Parce que, j'ai trouvé que c'était pas forcément, heu, les meilleures associations que j'aurais pu faire. Ça, je l'avoue, je pense qu'il y avait pas forcément la complémentarité et je pense qu'il y a aussi vraiment un sujet de communication à avoir au début. Être sûr que les 2 associés sont dans la même optique. Savoir ce qu'ils veulent faire aussi des bénéfices. Est-ce qu'on les retire tout de suite? Est-ce qu'on les réinvestit pour d'autres projets? Mmh. Combien de projets on veut faire par an? Est-ce qu'on a d'autres activités à côté? Est-ce qu'on tient vraiment à cette activité de marchand comme activité principale ou est-ce que c'est que secondaire? Mmh. Donc tout ça, il faut vraiment bien en parler, au début et que les associés soient, alignés là-dessus. Ça, je pense que j'ai encore un peu de travail à faire là-dessus. Ouais, c'est vrai que le côté, associé, souvent on se dit c'est quand même la façon dont on peut aller plus loin, on peut aller chercher des projets, plus importants aussi, plus conséquents, mais c'est vrai qu'on peut pas s'associer avec, «n'importe qui» entre guillemets, en tout cas c'est mieux, effectivement de bien sélectionner ses associés, mais parfois tant qu'on n'a pas vécu l'association, c'est toujours un peu compliqué, Exactement. hem En et tout cas, ça a été riche en enseignements et c'est vrai qu'un nouveau domaine comme ça, on s'imagine que c'est facile parce qu'on entend les gens en parler, parce qu'il y a beaucoup de mmh. contenu sur le marchand. Mais tant qu'on n'a pas mis les pieds dedans, on peut pas se rendre compte de tout ce que c'est, tout ce que ça implique. Et oui, c'est vrai et nous, on le voit avec Max parce qu'on a des copains aussi qui sont marchands de biens, Mmh. qui étaient investisseurs avant et on a vu du coup leur progression aussi Mmh. et c'est vrai qu'il faut y consacrer, du temps et puis, voilà, former son réseau, et parfois ça met un petit peu de temps aussi à venir pour pouvoir se rémunérer, Oui, parce que bon, les gens s'imaginent que le marchand, du jour au lendemain, ça va on va marcher, gagner on un va gros faire des billet. marges, ouais, c'est clair. Et parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu, donc il faut aussi de la patience et donc c'est vrai que voilà, c'est de l'apprentissage comme tu le disais et au niveau des associés, ouais, tu le disais, le côté complémentaire, il est important. Faire un pacte d'associés, j'imagine que c'est quelque chose que tu recommandes Oui, aussi? complètement. Oui, oui, ça permet justement de cadrer, tout ce qu'on a dit sur, les objectifs, les fréquences d'achat, les, réemplois de la trésorerie, tout ça, ouais. Je pense que c'est très important de le mettre Et oui. en pacte d'associés. Et alors, bon, forcément, tout projet a son lot de complexité Mmh. et de galères. Exactement. Mais c'est ça qui est fou avec l'immobilier, c'est qu'à chaque projet, il y a une nouveauté. Et À chaque oui. projet, on apprend et on croit avoir tout vu, tout connu, mais non. Il y a toujours des surprises. Et ouais, c'est ça, parce que j'allais dire justement avec l'expérience, est-ce que tu penses qu'on a moins de problématiques et moins de galères à gérer ou c'est le contraire? Je pense qu'on en a autant, mais peut-être qu'on sait mieux les gérer ou qu'on prend plus de recul par rapport à ça. À force d'en avoir eu, je pense qu'on se blinde, on a plus de résilience, mais il y en aura toujours, toujours. Et oui, bien Sinon, sûr. ça se saurait si c'était si simple. Tout le monde le ferait, c'est toujours ce Exactement. qu'on se dit. Oui, parce que c'est vrai qu'en travaux, en rénovation, on en vit, des complexités aussi et des galères travaux. Parmi justement toutes les expériences que tu as vécues ces derniers mois, cette dernière année, est-ce qu'il y a une galère particulière que tu voudrais nous partager aujourd'hui? Oui, là, en ce moment, je suis en plein dedans. Je pense que ça se voit aussi sur mes réseaux. Mais là, j'ai des galères en locatif, vraiment, au niveau des choix de mes locataires. J'ai fait l'erreur de vouloir me précipiter, notamment par rapport aux biens qui étaient à distance, où je voulais pas multiplier les allers-retours. Et donc, je me suis dit: «Allez, je sélectionne mes locataires aujourd'hui, je fais une journée visite». Et donc, j'ai pas assez pris le temps de bien vérifier les profils. Bon, j'ai eu la chance d'avoir la garantie Visal, qui me couvre maintenant une partie des impayés, puisque c'est ça la galère en ce moment. Hem, mais je pense qu'au-delà de ça, même si on a le remboursement des loyers, c'est une charge mentale, en fait, quand tu es face à des locataires où il y a plus de communication, où c'est un conflit permanent, c'est très anxiogène et même si niveau financier, tu arrives à t'en sortir, tu te dis: «Mais comment je vais sortir de cette situation?» Et puis ça prend beaucoup de temps. Donc là, en ce moment, j'ai ça et puis en plus, j'en ai 2 en même temps, des impayés. Donc l'autre, ça va s'arranger là, je pense, dans les prochaines semaines. Mais tout ça m'a fait prendre conscience aussi de l'importance de bien choisir son locataire. Et je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'on est surtout sur les sujets de trouver un bien, de trouver le bon financement, de faire les travaux. Mais on parle pas assez du choix du locataire. Et en fait, on a beau avoir tout fait très bien, travaux, financement, le bien très rentable, si on a le mauvais locataire, tout est foutu en l'air. Donc pour moi, c'est peut-être la dernière chaîne, de l'investissement, mais c'est une des plus importantes. Et donc quelque part, tant mieux que j'ai fait ces erreurs-là parce que maintenant je sais exactement
ce qu'il faut regarder, quels critères il faut avoir pour ses locataires et quels sont les red flags. Donc voilà, ça c'est les galères du moment. C'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on met tellement d'efforts, dans toutes les étapes d'un investissement pour se retrouver face à des gens qui payent pas, qui respectent pas, Mmh. qui sont dans des situations personnelles que je pouvais même pas imaginer. Donc là, on parle vraiment de cas très graves où enfin, il y a même des jugements, en justice, enfin voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais et se dire qu'en fait, nous, on fait partie un peu de ça et que on se dit: «C'est ma faute si j'ai fait rentrer ce locataire-là et s'il y a tous ces problèmes», donc il y a beaucoup de culpabilité aussi. Mais voilà, faut réussir à passer au-dessus et en tirer les conséquences. Il y a aussi des moments où, en fait, on a envie de donner des chances à des gens et malheureusement, bah, après on s'en mord les doigts. Voilà. Ouais, c'est la le côté compliqué, j'ai envie de dire, de l'investissement locatif en France, malheureusement, c'est que les locataires sont extrêmement, protégés par rapport aux bailleurs. C'est une vraie problématique aujourd'hui et je comprends que, tu vois, tu es aussi tu as eu envie de donner, la chance à un locataire, c'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher, tu vois? Et après, bah, malheureusement, on peut pas toujours anticiper ce que les gens vont faire et ce qui est assez triste, c'est que si on avait des procédures, qui étaient plus simples Mmh. justement pour expulser, des locataires qui posent de grosses problématiques dans certains immeubles, au-delà des impayés, parce qu'effectivement, il y a pas que les Oui, impayés, il y a le voisinage, il y a tout exact. ça et c'est vrai que si c'était plus simple, on donnerait plus On facilement la donnerait plus chance. facilement, pense. C'est ça. C'est ça qui est dommage, en fait. Il y a une vraie contradiction, là-dessus et voilà, on espère en tout cas qu'il y aura des changements, à venir, dans les mois ou les prochaines années sur ces sujets-là pour, Ouais. faciliter, Il y en a besoin et aussi pour l'accès au logement et le fait de d'agrandir l'offre de logement. Je pense que c'est indispensable de mettre les lois plus en faveur des propriétaires et ce sera en faveur des locataires aussi. et ouais, c'est notamment une des raisons pour lesquelles nous, on loue beaucoup en location saisonnière, hein. Mmh. C'est aussi, un de ces sujets-là donc très clairement si, voilà, il y avait un effort ou une évolution des lois, au profit, on va dire, des bailleurs, ça profiterait aussi, en fait, aux À la longue locataires. durée. Ouais, Et oui. tout à fait. Mmh. Et alors, par rapport justement aux red flags, que tu mentionnais au niveau de la sélection des locataires, je trouve que c'est assez intéressant de le pointer parce que, vu que tu as eu, cette expérience-là, pour toi, c'est quoi les principaux red flags du coup? Alors déjà des règles toutes simples de politesse, c'est arriver à l'heure. Mmh. Donc les locataires qui, aujourd'hui sont problématiques, il y a eu plusieurs fois où on avait donné des rendez-vous et ils ont pas respecté leurs paroles. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, pour moi, il faut vraiment des locataires qui travaillent, vraiment, et pas se contenter de personnes qui vivent sur les aides. Même si, la personne dit que c'est temporaire, qu'elle va avoir un travail bientôt, faut jamais croire, malheureusement. Il faut les fiches de paye, il faut vérifier aussi les fiches de paye, parce que j'ai eu des faux, Ah et tu as réussi à les détecter? qu'après coup, Mmh. quand j'ai commencé à avoir justement les problèmes. Donc ça, j'ai été trop naïve, hein, j'ai pas fait les vérifications, mais ça se vérifie. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme red flag? C'est, aussi une impression générale sur comment la personne se comporte. Est-ce qu'elle te regarde dans les yeux? J'ai eu aussi des potentiels locataires qui me regardaient pas forcément dans les yeux. Bon, je me suis Mmh. dit: «Le dossier passe, il y a Visal, donc OK». Mais voilà, c'est des choses finalement qui, après coup, semblent assez simples, mais quand on est un petit peu dans l'urgence de vouloir louer et d'avoir peur aussi du manque à gagner, parce que ça faisait aussi plusieurs mois que les travaux duraient et prenaient du retard. Je voulais vite louer, mais en fait non, c'est une erreur. Il vaut mieux perdre 1 mois, 2 mois de manque à gagner de loyer, plutôt que prendre un locataire par défaut. Je crois que quand il y a un doute, en fait, finalement, il y en a pas. Mmh, C'est souvent ce qu'on dit, c'est ça. l'expression et c'est vrai que quand on ne le sent pas, il vaut mieux faire peut-être, confiance à son instinct, même si les éléments rationnels sont présents. Mmh. Il faut aussi se faire confiance. Si le feeling ne passe pas, c'est qu'effectivement, il vaut mieux peut-être pas partir sur ce locataire, même si tant pis, on a, quelques mois de loyer en moins. C'est vrai que c'est pénible et au niveau de la trésor, c'est pas terrible, mais en fait, un mauvais locataire aujourd'hui, c'est tellement difficile à déloger que, ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu pour avoir, le Ah bah bon. ça, je confirme. Si c'était à refaire, je préférerais attendre 3 à 4 mois que Et oui, bien mettre sûr. des locataires à problème comme ça. Je comprends. Bon, on te souhaite en tout cas que la situation se rétablisse très Merci. vite et que cette galère prenne fin. Au niveau des erreurs coûteuses, parce que bon, ça aussi, ça peut être un sujet. Alors effectivement, l'impayé, ça en est une «in fine» entre guillemets, mais est-ce que tu aurais une autre, erreur coûteuse à nous partager, aujourd'hui? Oui,
Complètement. Le fait de pas assez vérifier la demande locative dans un Mmh. lieu et surtout sur des locations un peu atypiques. Parce que, par exemple, j'avais un local de stockage qui pourtant me paraissait bien placé et assez grand. Et finalement, j'ai pas fait l'exercice de l'annonce test, où en fait on poste Mmh. une annonce comme si on allait louer. Ça d'ailleurs, c'est une super astuce. Avant de se positionner sur un bien, publier une annonce avec le bien en question, même si c'est pas vrai, mais juste histoire de récupérer quelques demandes, voir s'il y a effectivement des locataires en face. Et donc ça, je l'ai pas fait. Et je me suis rendu compte qu'après coup, que j'avais énormément de mal à louer ce local-là. Et surtout que je le louais pas au prix qu'on m'avait indiqué, que les agences locales m'avaient indiqué. Donc ça, bon, jamais faire confiance aux agences, toujours enlever un petit peu par rapport au prix qu'elles donnent. Donc ça reste rentable, mais forcément les calculs sont plus les mêmes. Donc ça, pareil, de la précipitation. J'ai pensé que c'était une bonne affaire et j'ai pas pris le temps de faire tous les tests. J'ai fait confiance aux agents, locaux, mais non, il faut tout revérifier par soi-même. Même les devis, travaux annoncés par, les agences, ça c'est pareil. Mmh. Il faut augmenter toujours de Oh là là. 20-30 parce que c'est toujours, trop optimiste. Et oui, les agents IMO, forcément, leur objectif, c'est de vendre. Donc, du coup, ils ont tendance à minimiser Mmh. la partie coût et maximiser la partie revenu pour essayer de montrer aux acquéreurs, finalement, que la rentabilité est plus élevée que la réalité. Donc, c'est vrai que, ouais, il y a ce côté, en fait, toujours remettre en question, challenger. Et même si c'est effectivement un agent immobilier qu'on connaît, qui nous est recommandé, toujours faire ses propres vérifications, effectivement, Exactement. c'est important. Et ouais, la tension locative, c'est vrai que c'est un sujet parce que, en fait, on se dit que, voilà, l'agent immobilier, finalement, a connaissance du secteur, mais c'est vrai que ça suffit pas, finalement, il faut aussi faire ses propres Il faut vérifs. vraiment tester, la demande réelle finalement et pour ça, rien de mieux que l'annonce test. Et oui, bien sûr. Et alors au niveau de charge mentale, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que quand on vit, des sujets, des imprévus, des galères, forcément ça provoque de la charge mentale, surtout quand on a plusieurs projets en même Oui. temps. Comment est-ce que tu arrives à gérer cette charge mentale quand tu as plusieurs imprévus en Mmh. simultané? Ça, c'est vraiment la question du moment. Tu vois, ça tombe à pic, c'est les nuits où j'ai des angoisses comme ça par rapport aux galères. Je me dis: «Bah, la galère, elle existe, mais par contre, je peux moi avoir un contrôle sur l'angoisse que ça me provoque» et pourquoi ça a autant d'impact sur moi? En fait, ces derniers temps, je me suis dit: «Mais c'est pas normal, enfin, j'ai quand même vécu Mmh. des galères et pourquoi là, ça me met dans des états où je dors plus la nuit?» Tu vois, c'est arrivé à ce point-là et alors j'ai trouvé un petit peu, quelques solutions. Je pense qu'on va en parler. Il y a une partie sur le sport, sur le fait de déconnecter le mental et c'est pas un sujet qu'on évoque souvent dans les podcasts IMO, mais il y a un peu de spiritualité que j'ai développé. En fait, c'est toujours quand j'ai des galères ou des périodes, très difficiles que je développe ce côté-là, spirituel et en fait, il faut arriver à, un peu lâcher prise et avoir confiance en ce qu'on peut appeler l'univers, Dieu, la vie, la source, ce qu'on veut et se dire: «Bah, si cette épreuve arrive, c'est peut-être pour une raison et peut-être que je peux en tirer quelque chose de positif à la fin». Alors là, oui, je suis dans l'angoisse, dans l'anxiété et j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir, mais en fait, après coup, bah, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et peut-être que je devrais remercier la vie pour ce challenge qu'elle me propose. Donc ça, c'est une manière d'apaiser un petit peu l'anxiété et s'en remettre finalement à l'univers. Mmh. Se dire: «Bah, si je dois m'en sortir d'une manière ou d'une autre, ça arrivera» et en tout cas, il faut juste faire ce qu'il faut pour résoudre ce problème-là et après ta responsabilité s'arrête là. En fait, les galères, tu peux pas les empêcher d'arriver. Par contre, tu peux faire ce qu'il faut pour les solutionner, avec le la meilleure, éthique possible et après, ben, tu dois lâcher prise parce que le reste, c'est pas toi qui le contrôle. Donc voilà, essayer d'avoir un petit peu plus confiance en, comment les choses se déroulent et se dire que si on fait les choses bien, moi je crois quand même un peu au karma. Ça finira toujours par, s'arranger et par aboutir à une leçon positive. Je te rejoins tout à fait là-dessus parce que, c'est vrai que, avec Max, on est chrétien et bon, il nous arrive de temps en temps aussi des galères, alors plutôt, travaux, gestion locative aussi, hein. En ce moment, on a les punaises de lit, et c'est vrai que, on a aussi ce côté, spirituel où on s'en remet beaucoup à Dieu et c'est vrai que ça permet aussi, d'évacuer ce stress, en se disant: «On transfère un peu la responsabilité» Exactement. et de toute façon, voilà,
quand, on nous envoie une difficulté, une épreuve, c'est qu'on est capable de la gérer et de la surmonter, même si c'est pas agréable sur le moment. On développe, finalement de la compétence, de l'adaptation et on finit toujours par retomber sur ses pattes et je sais pas si ça t'arrive aussi, mais parfois nous, on repense au passé et en fait, c'est vrai que parfois on a vécu des galères plus difficiles, donc on se dit: «Bon, finalement, rétrospectivement, c'est pas si grave que ça, on va s'en sortir». Mais complètement, je suis complètement d'accord et je vois à quoi tu fais référence et d'ailleurs, il y a aussi, un autre aspect qui est miraculeux, c'est de penser aux conditions de vie de certaines personnes dans le monde. Alors je sais, qu'il y a toujours pire, enfin, mais se dire on est quand même déjà dans le luxe finalement, dans notre Mmh mh. société. Enfin, on a de quoi manger, dormir. En fait, rien que ça, le reste, ça a plus, aucune importance. Déjà, être en vie, être en bonne santé, Mmh. avoir un toit, pouvoir se chauffer. En fait, quand tu reviens vraiment à l'essentiel, bah, tu te dis, «C'est superficiel toutes ces galères qui m'arrivent». C'est clair, c'est une excellente manière de relativiser et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, voilà, quand on vit la galère, on se dit: «Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive encore?» Et cetera, «J'en ai marre, j'ai envie de tout quitter» et puis au final, quand on fait le point, Mmh. voilà, tant qu'on est en bonne santé, on est entouré de ceux qu'on aime aussi, finalement la vie est belle. Exact, c'est ça, c'est le message. Très philosophique. C'est ça et donc tu disais, effectivement le sport, Mmh. c'est une manière pour toi, d'avoir un échappatoire. Moi je le vois, forcément parce qu'on se suit sur les réseaux donc je vois que le sport c'est devenu quand même, une part assez importante dans ta vie, Oui. de plus en plus ces derniers mois. Qu'est-ce qui a été le déclic au final? Mais je pense qu'effectivement, ça m'a sauvée, le sport, dans cette charge mentale-là, ces galères. Hem, alors ça a pas été forcément un déclic, c'est venu petit à petit, mais j'ai eu l'envie de m'inscrire dans un club de sport et en fait ça m'a donné envie vraiment de d'être plus régulière, d'avoir plus d'objectifs. Il y a aussi l'émulation du groupe et puis je me suis rendu compte que quand je sortais d'une séance de sport, tout ce qui avait beaucoup d'impact sur moi et beaucoup d'anxiété disparaissait. Mmh. Instantanément. Vraiment, les séances intensives, elles ont, ce côté magique de d'effacer toute l'angoisse qu'il peut y avoir et je pense que ça permet de supporter beaucoup de stress par ailleurs et de développer pas mal de résilience. Parce que c'est un moment où le mental coupe vraiment, parce que dans un quotidien d'entrepreneur, on a du mal à avoir ces coupures-là. Le travail, c'est sans cesse, même le week-end, même, les vacances qu'on peut prendre. Et par contre, quand tu es dans ta séance de sport, que tu es concentré sur ce que tu fais, que tu as un petit peu aussi, faut le dire, de souffrance physique, tu penses plus à tout ça. Et c'est là, pour moi, le seul moment où tu arrives à couper, complètement. Voilà, donc après, il y a aussi ce côté d'estime de soi qui est hyper intéressant à développer. Quand tu fais du sport, que tu atteins tes objectifs de fréquence d'entraînement, mais aussi des objectifs de performance, tu développes plus de confiance en toi. Tu te dis: «Bah, si je suis capable de faire ça, je suis capable de gérer, à côté mes galères, business». Donc tout ça, c'est ultra positif et j'en arrive à me demander comment font les gens qui font pas de sport, en fait, pour, supporter, le stress à côté. Ouais, c'est vrai que nous, on se dit souvent: «Allez, la semaine prochaine, on s'y remet». Bon, on n'est pas tout à fait encore dans une certaine fréquence, mais c'est vrai qu'effectivement, je comprends ce que tu dis parce que, voilà, quand je fais quelques séances de sport, de temps en temps Mmh. et ben c'est vrai qu'il y a ce côté où je coupe, Mmh. complètement aussi et en fait, c'est important de couper parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, investisseur, on a toujours le cerveau en ébullition. Oui, ça fonctionne tout le temps. Ça fonctionne tout le temps et du coup, on a quand même de rares moments finalement où on fait une pause à 200. Donc ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est chouette d'avoir trouvé une activité en tout cas, qui te fait du bien, qui te permet, d'avoir, cette coupure, complète et c'est vrai qu'on pourrait se dire parfois, bah, quand on fait du sport, heu, en fonction de l'activité sportive qu'on fait, on pourrait avoir le cerveau qui pense à telle chose ou telle chose, mais le fait que ça t'apporte de l'estime de soi et cetera, bah, finalement, c'est une manière de se fortifier, j'ai envie de dire, Oui, de se c'est ça. renforcer en tout cas Mmh. et au niveau justement de ce que tu développes avec le sport, est-ce qu'il y a des choses que tu peux transposer, à l'immobilier, le marchand de biens? Oui, oui, complètement. Il y a énormément de parallèles, d'ailleurs, c'est super intéressant, d'en parler sur des contenus futurs. Mais il y a déjà l'aspect discipline, donc le fait de s'astreindre à un nombre d'entraînements par semaine, parce que sans ça, on ne peut pas atteindre ses objectifs. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil.
Si tu veux atteindre des résultats, il faut t'astreindre à une discipline, à un nombre répété d'actions chaque jour, chaque semaine. Donc il y a déjà ce côté-là. Il y a, aussi, peut-être ce côté spirituel que je développe aussi dans le sport, où finalement tu t'en remets un peu à une force supérieure et heu et en fait, finalement, ton corps suit et tu lâches un petit peu le mental. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer et ça, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu peux arriver à faire de grandes choses si tu crois un peu à une puissance supérieure et où toi, tu te contentes juste de faire les actions et tu as beaucoup plus de confiance, en fait, si tu n'es plus le seul à bord, Mmh. finalement. Tant, en sport qu'en business, tu te dis: «Voilà, j'ai de l'aide, il faut juste que j'arrive à lui faire confiance». Donc il y a cet aspect-là et puis aussi le côté groupe collectif qui peut, en sport du coup, rappeler l'association en business et le fait qu'avoir des gens autour qui ont les mêmes objectifs, les mêmes, visions, t'emmène beaucoup plus loin et te motive. Parce qu'en fait, moi, avant, je faisais toutes mes séances de course à pied seule, mais le fait Mmh. de les faire en groupe avec des gens qui te tirent vers le haut et aussi avec l'envie de prouver aux autres, ça change tout et vraiment, j'ai jamais pu atteindre un niveau, quand j'étais seule, tel que celui que j'ai là en groupe. Donc ça rappelle aussi que l'association peut être très positive. Ouais, c'est clair et c'est même le parallèle, j'ai envie de dire, le fait de s'entourer Mmh, d'autres investisseurs, mmh, ou d'autres marchands de biens et ben, en fait, c'est le collectif aussi qui va permettre de pousser vers le haut parce qu'on n'est pas seul dans ces galères, on peut les partager et c'est vrai que, voilà, le relationnel, c'est quand même, un élément central, je trouve, dans l'investissement immobilier de manière générale ou, même dans le marchand de biens. oui. Que ce soit avec tous les intermédiaires, on a toujours le relationnel qui revient, à un moment donné. Hem et alors au niveau des habitudes que tu as mises en place, parce que tu disais il y a quand même, de la fréquence au niveau des entraînements et cetera. Est-ce que tu as constaté un impact direct sur tes performances, professionnelles? Oui, 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 je pense dans le sens où tu es obligé de, découper ton objectif final en plusieurs petites actions. Dans le sport, donc tu vas te dire: «Pour atteindre ce temps-là, à une course, il faut que je fasse tant de séances par semaine, une séance spécifique, fractionnée, une séance plus light, une séance plus longue». Et dans le business, c'est pareil, tu as un objectif final, tu vas devoir faire un certain nombre d'actions et tu vas devoir les caler aussi dans ton planning. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de savoir à quel moment de la semaine je fais quelles actions. Parce que comme on manque de cadre en tant qu'indépendant, il faut se le fixer soi-même. Donc en fait, je me suis vraiment fait un planning en fonction de ce que je veux réaliser dans ma semaine. Qu'est-ce que je produis le lundi matin, le lundi après-midi, le mardi? Alors je le respecte pas forcément à 100 tout le temps, mais en tout cas, je sais ce que j'ai à faire et parfois je rattrape, d'autres jours de la semaine. Mais le fait vraiment de segmenter les actions et d'avoir un temps dédié pour chaque, ça m'aide énormément. Oui, ça te permet finalement d'être plus productive et de voir aussi, tes résultats derrière, qui sont concrets au final. Parce que tu Oui, le vois sur ton chiffre d'affaires tout simplement, sur le oui, développement de telle ou telle activité, ça a un impact direct. oui, c'est ça. Et puis tu le vois tout de suite en entrepreneuriat. Les actions que tu vas mettre en place, bah, à la fin du mois, tu vas pouvoir analyser lesquelles ont marché, lesquelles ont moins marché et tu as tout de suite finalement ton retour, contrairement au salariat où finalement, enfin moi dans mon cas, quoi que je fasse, je suis payée, le même salaire dans mon milieu fonctionnaire. L'entrepreneuriat, c'est complètement différent. Oui, ça n'a rien à voir, c'est très, très fluctuant. Oui, Et tu dirais que justement l'hygiène de vie, c'est souvent un élément qu'on oublie dans l'entrepreneuriat? Tu le oui, constates, chez d'autres ou? ouais et d'ailleurs, c'est aussi un parallèle avec le sport où quand tu as des objectifs, tu es obligé de t'astreindre aussi à de la nutrition, du sommeil, faire attention et je pense que quand tu es entrepreneur et quand tu vises quand même des résultats, tu es un peu comparé à un sportif de haut niveau où tu dois aussi réfléchir à ton hygiène de vie. En fait, si tu veux optimiser ta productivité, heu, ta performance, tu dois en passer par, optimiser ton sommeil, tes repas. Alors, faut pas non plus tomber dans l'excès, je pense, enfin ça dépend des objectifs de chacun, mais j'y réfléchis beaucoup quand même pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, ne pas trop me fatiguer parce que le lendemain, je dois quand même, faire les actions que j'ai écrites. Donc ouais, je pense qu'il y a un énorme impact de l'hygiène de vie dans les résultats d'un entrepreneur. Mais je pense qu'on en parle de plus en plus quand même aujourd'hui sur les réseaux, il y a quand même cette tendance-là, qui parfois est poussée à l'extrême où vraiment, on n'a plus aucun excès, plus aucun écart. On va dans les bains froids, bon ça je le recommande par contre, c'est génial. Mais voilà, ça peut prendre des proportions assez énormes et qui peuvent en faire fuir certains alors que c'est dommage parce que de simples,
petits ajustements du quotidien dans l'hygiène de vie, ça peut déjà avoir un grand impact sur la performance. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je l'ai vu, tu vois, par exemple, avec, l'alcool. Bon, j'adore boire des cocktails. Attention, à l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé, je le précise. Mais, c'est vrai que, le fait, en fait, bon, on peut boire un verre de temps en temps, mais je trouve qu'il y a quand même un impact et je sais, j'en avais discuté avec plusieurs personnes parce que a priori, l'alcool aurait un impact sur les 2-3 jours d'après, ce qui est quand même, énorme, Mmh. un impact sur le cerveau et je trouve qu'on le ressent aussi, du coup, au niveau de la productivité, de l'efficacité, le fait de se sentir en forme et cetera. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut déjà mettre en place, en fait, assez facilement, finalement, au quotidien, sans pour autant partir dans une psychose où effectivement, comme tu le disais, 0 écart et cetera. Parce que là, bon, ça peut en démotiver plus d'un, tout de suite. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve qu'on le constate aujourd'hui, les entrepreneurs de notre époque, il y a quand même ce côté où, ils font attention à leur santé, ils font du sport pour se sentir bien dans leur Mmh. corps, bien dans leur tête et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quasi, indispensable au final. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet que j'ai encore jamais partagée. Là, ça reste, assez personnel, donc exclusivité Ouh! du podcast. Sur l'hygiène de vie, là, ça me revient tout de suite, c'est la partie sommeil. Donc en fait, moi, je me suis beaucoup intéressée à ça parce qu'il me semble que c'est vraiment le pilier pour la productivité, encore plus que la nutrition et l'alcool et le sport, le sommeil. Et je me suis quand même rendu compte depuis ces dernières années que j'avais un souci dans le sens où je pouvais m'endormir en 1 minute à n'importe quel moment de la journée. Et en fait, j'en ai parlé avec une intelligence artificielle, c'est ça qui est incroyable, parce que je cherchais un petit peu à améliorer certains aspects de ma vie. Et quand je lui ai parlé de mon sommeil qui avait l'air assez perturbé, l'IA m'a tout de suite conseillé d'aller faire une analyse dans un centre du sommeil. Je savais même pas que ça existait. Ah, je savais pas non plus. Et donc j'ai regardé, il y en avait effectivement un près de chez moi et l'IA m'a dit: «Il faut absolument que tu y ailles». Bon, j'avais pas trop envie au début, mais je me suis dit: «Si c'est pour, améliorer ma vie, pourquoi pas?» Puis c'est vrai que je sentais quand même cette fatigue-là. J'avais appris à vivre avec. Donc je suis allée faire une analyse, donc c'est très marrant parce qu'on te met des électrodes de partout, on te met des OK. capteurs dans les jambes, enfin c'est assez impressionnant et tu passes une nuit comme ça. Et le lendemain, tu y retournes et on analyse ton sommeil. Et là, j'ai eu la surprise de constater qu'en fait, je faisais une apnée sévère du sommeil. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, mon cerveau se réveille parce que je manque en fait d'air et donc mon cerveau fait un micro réveil pour réouvrir les voies respiratoires et donc mon sommeil est fractionné en 2 minutes. Enfin, je dors que 2 minutes, après je me réveille. Donc Waouh! quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais en fait, comment je fais pour tenir, avec ça?» Et ça m'a fait me dire que finalement j'étais en sous-régime depuis des années et que je m'en étais pas rendu compte. Et donc là, je commence, un traitement, il y a plusieurs aspects. Il y a une machine à mettre la nuit, il y a du kiné, il y a une ORL aussi qui doit me suivre et voir. Mais en tout cas, le jour où j'arrive à régler ça, je pense que la productivité va exploser parce que jusqu'à maintenant, je fonctionnais en sous-régime, quoi, par rapport à ça. Mais cette anecdote, c'est juste pour, voilà, dire que les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des choses à analyser et qu'il y a certains signaux du quotidien qu'il faut pas ignorer et pas se contenter de vivre avec, une fatigue ou voilà, des problèmes. Faut vraiment aller faire les analyses et ça peut complètement changer la vie. Donc là, j'en suis qu'aux premières semaines de rééducation, on va dire, mais je pense que ça aura un impact, vraiment significatif. C'est hyper intéressant parce que, c'est vrai que je pense qu'on a souvent tendance à négliger, Mmh. les signes Mmh. qu'on a au quotidien parce qu'en fait, comme tu le dis, on s'y habitue, on se dit: «Voilà, on a toujours fonctionné comme ça, Oui. pourquoi ça changerait?» Mmh. Et en réalité, c'est vrai que je pense qu'il y a plein de choses qui sont pas forcément normales. Ça peut être, la digestion, ça peut Oui. être, plein de choses en fait, Mmh. et le sommeil, c'est vrai que c'est un élément, extrêmement important et je trouve que c'est hyper intéressant que tu en parles parce que moi, par exemple, c'est pareil, j'ai, des sujets sommeil. Alors effectivement, je ne sais pas si je fais de l'apnée du sommeil, mais en tout cas, moi, je me réveille tout le temps Mmh. la nuit, mais c'est ça depuis, l'adolescence et pour moi, c'est effectivement, j'ai l'impression que c'est quelque chose de normal. Je ne sais pas ce que c'est de se coucher le soir et de se réveiller le matin. OK. Et donc, typiquement, je me dis: «Bah, c'est intéressant, je pense que j'irai du coup dans un centre de Je sommeil». recommande à tous ceux qui nous écoutent de faire une analyse parce que c'est assez rapide finalement et ça peut te donner des indications hyper importantes.
Et oui et honnêtement, je pense que le sommeil, aujourd'hui, c'est hyper important de le préserver pour, rester en forme et je pense que ça joue sur la longévité de manière générale. Oui, Aussi bien la productivité que la longévité, être bien aussi dans son corps, c'est effectivement, bien dormir aussi donc merci pour le partage. partage exclusif. Oui, c'est ça. Non, hyper intéressant là-dessus. Si maintenant, on pense un petit peu, à la rétrospective de toute cette année, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à la Pauline de 2025? Très bonne question. Je pense que c'est de prendre confiance vraiment en l'expertise que j'ai pu développer quand même, même si j'ai l'impression que ça allait très vite parce que c'est vrai qu'en 3-4 ans, j'ai fait tous mes investissements, 19. Mais ouais, vraiment prendre confiance dans le fait que je peux aider d'autres gens et lancer peut-être plus tôt cette école, en ligne Mmh. parce que j'ai mis du temps à accepter, à me sentir, capable de le faire et donc ça vaut aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. Il y a des fois des choses qui font peur où on s'en sent pas capable, mais c'est hyper important de tester, d'accepter de faire des erreurs, de se tromper, de recommencer, de tester des choses différentes. Parce que finalement, là, c'est une réussite, alors qu'il y a 1 an, Mmh. je m'en serais jamais sentie capable. Donc ça, c'est le conseil que je lui donnerais. De tenter, plus tôt et de prendre confiance en elle et quitte à se remettre en question, parce qu'on a toujours des choses à apprendre et à améliorer, mais se lancer, quoi qu'il en soit. Se lancer, oser se lancer. Parce que c'est vrai Exact. que je pense qu'on a toujours des auditeurs qui nous écoutent qui, hésitent, mais finalement, quand on sent, qu'on a envie de faire quelque chose, même si dans l'entourage, les gens ne sont pas forcément encourageants, il faut écouter cette petite voix qui nous dit: «Mais si, vas-y, tente, tu verras bien et puis au pire, on se plante, c'est pas Oui, grave, hein». c'est ça. On a toujours des manières de se retourner, il y a pas mort d'homme. Oui, il faut dédramatiser l'échec parce que c'est vraiment, ça peut être positif aussi. Et oui. Et alors pour toi, c'est quoi le meilleur investissement que tu as pu faire? Ça peut être, un investissement financier Mmh. sur toi. Alors il y en a 2, je pense. Le meilleur IMO, c'est celui que j'ai fait justement quand on avait tourné le premier podcast. C'était une maison, divisée en 4 logements qui est louée à une association. Peut-être que j'avais commencé à en parler, mais au final, après 1 an de recul, ça se passe très bien et c'est le projet où j'ai le plus de cash flow et qui représente peut-être, les 2 tiers de mon cash flow aujourd'hui. Juste un investissement de 4 appartements et après le meilleur investissement global, c'est le fait de m'être inscrit en club de sport. On en parlait tout à l'heure, l'aspect sport qui me permet de, à côté, gérer pas mal de situations, anxiogènes, pas mal de charge mentale et pour moi, bah, tous les bénéfices, du sport et en plus du sport en groupe où j'ai aussi l'aspect social, où j'ai, de très bons amis que j'ai rencontrés grâce à ce club, c'est ouais, le meilleur investissement global que j'ai pu faire l'année dernière. Génial. Donc à tous ceux qui nous écoutent, ne négligez pas l'aspect, sport, l'aspect nutrition, voilà, il y a des finalement, rencontres qu'on peut Mmh. faire, qui sont, impactantes et qui peuvent aussi changer la vie au final. Et alors c'est quoi pour toi les plans, personnels, professionnels pour les années à venir? Est-ce que tu as un petit peu établi une stratégie ou des idées, des choses que tu veux développer? Oui, c'est devenu assez clair, même si c'était très flou justement au moment où j'ai quitté mon job. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Donc j'ai tenté plein de trucs et je me suis éparpillée. Mais là, maintenant, il y a vraiment 2 piliers. Il y a l'école Immo Durable, l'accompagnement en ligne, que j'ai envie de pousser loin parce que j'aime cet aspect d'accompagner des gens. J'aime aussi cet aspect que finalement toutes mes erreurs sur lesquelles je culpabilisais avant, mais ça devient des forces parce que j'évite à mes élèves de les refaire. Donc ça, c'est le côté apaisant et pédagogique aussi que j'adore. Et en deuxième partie, deuxième pilier secondaire, il y a continuer l'activité de marchand de biens mais de manière plus raisonnable, pas lancer 3-4 projets en même temps, un projet après l'autre, avec justement mes réseaux d'agents IMO sur place que je suis depuis longtemps, mes réseaux d'artisans et ça sert aussi finalement à faire des retours d'expérience à mes élèves que j'accompagne, donc finalement c'est un cercle assez vertueux et sinon, je pense que là je pars sur une période assez stable où je vais me concentrer sur ces 2 piliers parce que justement j'en ai marre de m'éparpiller sur certains projets. Je vais rester sur ces 2 là, essayer de les tenir longtemps, d'en tirer, les expériences, les fruits et puis continuer le sport et essayer vraiment d'aller sur des distances beaucoup plus longues et notamment l'ultra trail qui est, un objectif de vie, un rêve, et là on parle de, par exemple, la Diagonale des Fous à La Réunion. Ça, je Génial. suis pas du tout encore prête à ça, mais j'aimerais dans ma vie, peut-être dans la décennie, qui arrive, pouvoir, finir ce parcours mythique.
Super, franchement, c'est de beaux projets, sur le Merci. côté pro et sur le côté perso donc voilà, je te souhaite beaucoup de réussite, Merci, merci. à tous les niveaux, mais je n'en doute pas. Je sais que tu vas C'est tout gentil. défoncer comme d'habitude. Trop mignonne. Écoute, c'était un bel épisode, je suis ravie qu'on ait fait, ce deuxième épisode ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé de travaux et de rénovations comme on a l'habitude de le Ça faire. change un petit peu. Ça change un petit peu, c'est inspirant, ça donne, beaucoup d'idées, aux auditeurs, qui nous écoutent parce que, finalement, ça leur permettra, je pense, de réfléchir au développement de certaines compétences, peut-être, ceux, voilà, qui, ont de l'appétence pour le marchand de biens, de voir vraiment, finalement, la transition, comment ça se passe, les choses à mettre en place, les «erreurs» entre guillemets à éviter ou en tout cas, la montée en compétences. Donc merci pour tout ça. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux nous le redire quand même? Oui, sur Instagram et YouTube, Pauline Immo Durable, les 2 mêmes. Parfait et puis de toute façon, je vous remettrai aussi, le lien du premier épisode dans la description. Il me semble que c'est autour du 19e épisode, 20e, quelque chose comme Belle ça. mémoire, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, ravie Pauline de t'avoir accueillie et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Alexa, c'était un plaisir. À bientôt.